Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du bilan de mes favoris du mois de mai. On a des documentaires, des livres, plein de spectacles, des événements, mais aussi des surprises un peu différentes. En vrai, avant de se plonger dans cette aventure, j'ai choisi, comme d'habitude, de faire une petite boisson et cette fois, de goûter. Je sais pas si je montre la marque, je sais pas, en vrai, je m'en fous. Mais de soutenir une marque d'un petit créateur de vidéos français, parce que j'ai la connerie. Ça va être un peu long, j'ai la bêtise. Évidemment, j'étais curieuse de goûter cette boisson puisque il s'avère qu'en tant que bonne petite bobo, j'aime bien le kombucha de base. Et du coup, je m'étais dit que c'était l'occasion. Voilà, il fait beau, la vie va bien, pourquoi pas. C'est le seul que j'ai trouvé en magasin. Mais je vais pas tant chercher en vrai, c'est juste je suis à la Carrefour et il y avait ça, je me suis dit oh, c'est très particulier comme couleur, on va pas se mentir. Ah oui, comme ma vidéo s'est éteinte plusieurs fois ces derniers temps, j'ai décidé de me faire un retour ici. J'ai trouvé une solution pour faire ça. Donc je suis désolée si parfois je regarde ici si ça tourne toujours. Bref, c'est l'heure de goûter cette petite boisson. C'est pas le genre de choses que j'achèterais tous les 4 matins, mais de temps en temps ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Je dis pas que ce sera dans mes favoris du mois prochain, parce qu'elle est un peu trop... Ah oui, en fait, j'ai des goûts un peu particuliers parfois, mais j'ai quand même conscience qu'il y a des choses qui sont plus globales que d'autres. Un des trucs un peu bizarres que je fais de temps en temps quand j'ai envie de pimper mon eau, je mets du vinaigre de cidre dedans. Faut savoir que j'aime beaucoup l'acidité de manière générale, donc moi ça me plaît, mais je sais que c'est très particulier, pas grand monde fait ça. Et je trouve qu'il y a un mini côté acide vinaigre, un truc comme ça. Moi ça me dérange pas, mais voilà. Bon, le mois de mai ça a été un gros mois, donc je pense que ça va être un peu long parce qu'il y a eu vraiment pas mal de choses, mais c'était très intéressant, très enrichissant, beaucoup de re-questionnements sociétaux, positionnement de la vie des gens, etc. Et on va commencer par les livres avec Des fleurs pour Algernon, je crois que ça se dit, de Daniel Case, avec une édition, avec une couverture très particulière. Il était sur ma liste de livres à lire depuis pas mal de temps et je sais même plus comment il a atterri dans ma liste de livres à lire. Mais je suis pas vraiment déçue de l'avoir lu. En gros, ça raconte l'histoire de Charlie qui a 32 ans et qui a un retardé mental qui nous écrit dans son journal de bord l'évolution de ses pensées et de sa façon de voir le monde avant et après une opération qui a pour but de le rendre intelligent. C'est un livre que j'ai trouvé qui était très bien rythmé et assez intéressant à mes yeux et ça m'a fait penser tout le long à un autre livre que j'avais déjà lu qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux, qui est aux éditions Odile Jacob et c'est ma psy qui m'avait conseillé de le lire il y a pas mal d'années déjà et j'avais trouvé le titre juste mais affreux. Mais en vrai c'était une lecture qui était intéressante et c'est une question qui revient souvent dans ma vie personnelle. Est-ce que cette forme d'hyper-information qu'on a, d'hyper-conscience, d'hyper-connexion aux choses, ça nous rend triste de manière générale? Et pourquoi ça a toujours l'air mieux de pas comprendre le monde qui nous entoure? Bref, en vrai, si vous êtes chaud de lire une fiction qui rentre dans le cerveau de quelqu'un et qui va sûrement bouleverser le vôtre, je peux que vous le conseiller, c'est quand même très agréable à lire, enfin et intéressant. Oups, j'ai oublié le marque-page. Bref, voilà. Le second livre, puisque on va passer sur les livres, c'est une BD qui s'appelle L'écorce des choses, qui est une BD qui est assez courte. Je crois qu'il y a des reflets là. Ouh, c'est shiny. C'est une BD qui est très courte parce qu'il y a quasiment... je crois qu'il n'y a aucune écriture sauf... Ouais, je vais vous montrer rapidement. Le fait que ça commence comme ça dans une voiture et que ce soit un déménagement, ça m'a tellement fait penser au voyage de Chihiro. Et je trouve qu'il y a plein de couleurs et de petits dessins qui sont vraiment genre hyper jolis. Après ça c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein. Littéralement moi je trouve que la palette de couleurs est très jolie et les dessins sont beaux mais chacun ses goûts. Mais grosso merdo ça parle de cette jeune fille justement qui est sourde, enfin complètement sourde et qui c'est dans les années 70 je crois. En fait, on apprend des petits gestes de signes des saisons notamment, parce que ça se passe vraiment au fil des saisons en LSF, au fil de la lecture. Et j'ai trouvé que les illustrations, elles étaient bon, très jolies, mais aussi le média du dessin comme ça, j'ai trouvé super juste avec cet aspect de surdité et pertinent. Et à la fin, il y a une histoire de la LSF dans une partie que j'ignorais totalement. Et j'ai été juste trop heureuse d'en apprendre un peu plus. C'est comme ça un peu sous format historique. Et ça parle en gros de l'histoire de la langue des signes française et la langue des signes pour bébé, et le fait qu'il y a des endroits où beaucoup de personnes parlent en signes. Et je savais pas du tout que ça m'a trop choquée. Donc en 1880, le congrès de Milan, composé de spécialistes de la surdité, affirme la supériorité... J'ai l'impression de passer une dictée.
En 1880, le Congrès de Milan, composé de spécialistes de la surdité, affirme la supériorité de la méthode orale sur la langue des signes avec, pour conséquence, l'interdiction de son utilisation. Sur les 255 membres, seuls 3 sont sourds. Il faut attendre 1976 pour que le ministre de la Santé abroge l'interdiction de l'utilisation de la LSF. 1976, et c'est en 91, ils disent que à l'Assemblée nationale est votée une loi qui s'appelle la loi Fabius qui autorise son enseignement aux enfants sourds. Mais ce n'est qu'en 2005 que la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est reconnue comme une langue à part entière. Ça me paraît tellement tard. Enfin, ça me paraît pas, c'est très tard, c'était il y a 20 ans, c'est tellement tard. Bref, et du coup, bah, je sais pas, enfin, si je sais pas, je sais. La LSF, c'est une langue et une façon de s'exprimer qui me parle beaucoup. Je pense que c'est parce que c'est par le geste et par le... Déjà, je parle énormément avec les mains dans la vie, peut-être que vous l'aurez peut-être remarqué. Mais aussi, je sais pas pourquoi, depuis que je suis vraiment tout enfant, quand j'habitais dans un tout petit village en campagne, j'avais demandé, je crois, j'avais 5 ou 6 ans, si je pouvais pas apprendre la langue des signes. Et ça a été un long parcours un peu compliqué et je ne parle toujours pas, enfin je ne signe toujours pas, mais j'ai trouvé des pistes qui peut-être me donneront des chances de réapprendre un peu mieux. Je connais l'alphabet. Donc voilà, c'était pour les 2 livres, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu ce mois-ci, mais vous allez voir pourquoi, parce que j'ai encore regardé énormément de séries et d'audiovisuels. Mais là en vrai dans l'idée je vais essayer de me calmer un peu parce que j'ai le sentiment que parfois je regarde du contenu juste pour regarder des choses, par exemple quand je mange ou quand je fais quelque chose comme la vaisselle, des choses qui m'embêtent un peu. Et en fait, bah, je sais pas, je me dis que c'est pas forcément toujours utile et que c'est difficile de prendre le temps de s'ennuyer pour moi, mais ça me laisse, ouais voilà, ça me laisse pas beaucoup de temps pour m'ennuyer, pour réfléchir, pour, bah, je sais pas, vivre un peu les choses uniquement, je sais pas comment dire ça, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'essayer d'arrêter de faire plein de choses à la fois et de se concentrer sur chaque chose qu'on fait. Ça me paraît parfois important. Mais bref, pour le moment, j'ai quand même pas mal pensé des séries et je vais commencer par une dont j'avais pas mal entendu parler et que j'avais pas tant envie de regarder pour être honnête, mais qui me semblait importante, c'est la série sur l'affaire Quanta de Rockstar à tueur sur Netflix. Donc c'est une mini-série sur l'histoire vraie de Marie Trintignant qui s'est fait tuer par le chanteur de Noir Désir. Et en fait, on revient aussi sur le traitement médiatique de ce meurtre-là, de pourquoi il a été traité comme un crime passionnel, pourquoi on parlait pas de féminicide, pourquoi des gens n'y pensaient pas, comment ça a changé et évolué aujourd'hui. Donc en fait ça me choque parce que justement c'est chouette de voir comment ça a changé et que ce soit aujourd'hui un truc que tu te dis mais c'est pas possible. Et en même temps j'ai le sentiment que ça passe toujours autant de tuer les femmes en France. Surtout chez soi. J'en rigole mais c'est vraiment pas drôle, mais dans le sens où je trouve ça fou en fait de se dire que oui ça nous choque et en même temps il se passe tellement peu de choses. En fait là sur le site de Nous Toutes, qui est une association qui gère aussi la question des violences faites aux femmes, au moment où j'ai regardé là, il y a quelques heures, il y avait 60 féminicides depuis le début de l'année et au moment de la Ligue des Champions, j'avoue que j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'augmentation des violences domestiques les soirs de matchs de foot. Ce qui est pas... On reparlera peut-être de la Ligue des Champions, mais ça c'est juin normalement. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment important et fort de revenir sur comment sont perçues et gérées les violences, notamment conjugales, mais c'est pas très drôle à regarder. On va essayer d'alterner un peu des séries pas très drôles, des séries un peu plus fun, donc je vais passer à un truc un peu plus fun avec l'Académie de la Pop, qui est une série un peu documentaire, télé-réalité, je sais pas trop comment qualifier ça exactement, mais en gros c'est l'idée qu'il y a des gens qui veulent faire des sous, qui veulent fonder un nouveau groupe de K-pop, mais pas forcément en mode K-pop, ils veulent fonder un groupe de pop quoi. Donc ils vont démarcher et contacter des jeunes filles un peu partout dans le monde, il n'y a que des filles, et les former en fait, faire une sorte d'école où elles lâchent toute leur vie pour venir en formation intensive. C'est sur Netflix aussi, j'ai regardé en fait en tapant danse dans la barre de recherche, je fais souvent ça j'avoue. Et c'était intéressant, il y a formation intensive de chant, de danse, de performance, mais il y a un côté que j'ai trouvé quand même assez cruel. En fait, il y a des éliminations à chaque stade, et franchement, c'est pas toujours fait avec considération. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens, je sais pas, on leur ment et tout. Enfin, il y a des trucs où... Il y a un moment, il y a une participante qui dit, en fait, au niveau éthique, là, je suis plus d'accord avec ce qui se passe, et j'étais en mode, mais oui. Let's go girl. Vraiment, je trouve que elle disait, et je suis totalement d'accord, que mettre des gens en compétition qui vont s'éliminer, se diviser, etc. pour en faire un groupe qui est censé être pérenne, ça me paraît totalement très bizarre.
Mais bon. Puis à la fin de cette série, ils introduisent aussi les réseaux sociaux, en fait, la vie du public à travers les réseaux sociaux. Et c'était vraiment une réflexion que je m'attendais pas forcément à avoir et qui était quand même intéressante de se dire, bah, c'est vrai qu'il y a des groupes aujourd'hui qui vont être vus majoritairement sur les réseaux et comment ça impacte la performance, enfin, je sais pas. J'ai trouvé que c'était intéressant, ça m'a posé des questions, mais ouais, c'est bizarre en fait. Je sais pas comment dire, mais je trouve ça bizarre. Et c'est vrai on a beau se rencontrer dans la vraie vie, il y en a peut-être qu'on n'arrivera pas à se croiser de notre vivant et qu'on se connaîtra pas dans la vraie vie et que vous m'aurez vécu sur internet. Donc c'était trop des questions qui... Ça a quand même un goût de reviens-y, je trouve. Hein. Et en même temps, c'est bizarre. On passe à une série qui est moins fun, mais où toutes les femmes ont aussi un rôle très important puisqu'il s'agit de Toxic Town, qui est aussi sur Netflix. Et c'est une série qui est inspirée de faits réels. On se retrouve dans la ville de Corby, où des mamans donnent naissance à des enfants qui ont des handicaps, des malformations. Et en fait, le nombre d'enfants au même endroit, au même moment, avec des affections similaires, ça pose vraiment des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas genre un souci autre que les mamans? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc environnemental? Et qui est le responsable de ces vies qui ont été complètement affectées par les douleurs, les opérations, la difficulté? Et franchement, c'était grave intéressant, à mes yeux, de voir en fait ce point de vue qui nous montre un peu les étapes aussi qui nous font prendre conscience des impacts écologiques, humains, de nos choix de société, tout simplement, de comment on consomme quoi, quelle protection on met en place ou pas. Et puis, malheureusement aussi, les drames qui sont liés à l'environnement, il y en a encore énormément. Et ça m'a totalement fait penser à la question je sais pas si vous voyez le chlordécone en Guadeloupe, qui est un pesticide qui a été utilisé pendant des années dans les bananeraies et qui a des conséquences qui sont très 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 fortes sur la santé des habitants, notamment sur les organes internes, sur la reproductivité, sur le système nerveux. Bref, c'est vraiment c'est vraiment pas drôle quoi. C'est un sujet sur lequel les discours et les représentations ils changent petit à petit, mais pas évident quand même, on va pas se mentir. Puis finalement, comme tout est connecté, on peut passer à l'autre série qui a un lien avec ça, mais quand même beaucoup plus jovial, et qu'on m'avait beaucoup conseillé. Comme je suis végétarienne, les gens venaient me voir et me disaient « Oh, tu sais que j'ai vu cette série, ça m'a grave donné envie de manger un peu plus vegan ou de manger moins de viande. » Et cette série, c'est bien dans son assiette, La preuve par deux. En fait, c'est une série dans laquelle on suit une étude qui a été faite pendant 8 semaines sur des jumeaux absolument identiques. Il y en a un qui va manger un régime dit omnivore et l'autre qui va manger vegan, donc sans produits d'origine animale, pas de fromage, pas d'œufs, etc. Et les résultats sont assez bluffants. Et forcément, ça donne envie. Mais en fait, dans la série, on voit aussi quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais je trouve ça drôle et important aussi, c'est les impacts qu'il y a au niveau social, humain, au niveau de l'écologie, etc. Et de voir à quel point juste ton alimentation personnelle impacte de manière globale le monde. Alors, je dis pas que c'est parce que toi, tu manges du poulet que tu vas niquer la planète, mais il y a toute une réflexion qui est intéressante et je vous laisse aller voir un peu... sur Netflix si ça vous intéresse cette série-là pour en savoir un peu plus et comprendre aussi ce qu'ils expliquent. Mais c'est vrai que moi j'avais regardé essentiellement parce que j'avais besoin d'un petit reboost de motivation pour mieux manger. En vrai c'était pas sur l'histoire d'être végétarien parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis végétarienne et je suis très heureuse comme ça, beaucoup plus heureuse qu'avant et j'ai pas du tout envie de manger des animaux d'aussitôt, voire de ma vie, j'espère. Mais en ce moment, j'avais grave la flemme de cuisiner, de faire à manger, de prendre le temps, alors que d'habitude, j'adore, hein, vraiment. Mais là, j'avais besoin de retrouver un peu la déterre et ça a un peu marché, j'avoue. Après, j'ai fait du petit épeautre, quoi. Ensuite, on passe à des séries où il y a des choses qui sont quand même moins dures et violentes que les premières séries. Même si le titre, on ne dirait pas, mais je vous assure, c'est quand même plus léger. J'ai regardé Meurtre mode d'emploi. C'est une série dans laquelle on suit Pip qui choisit comme sujet d'étude le meurtre d'une jeune femme dans son village 5 ans plus tôt. Et elle, en fait, elle est persuadée qu'il y a une erreur sur le coupable et qu'il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Il y a eu une erreur dans l'enquête, quelque chose qui s'est passé. Et elle veut absolument essayer de le comprendre. Et j'ai trop accroché à cette série qui, vraiment, elle va laisser un peu du suspense sans être trop angoissante à mes yeux. Et franchement, j'espère qu'il y aura une saison 2 et j'ai hâte de la regarder. J'ai passé un bon moment et c'était quand même intéressant et ça soulevait des sujets qui étaient quand même chouettes, je trouve. Chouette, pas dans le sens fun, hein. Chouette dans le sens intéressant. Puis les deux derniers favoris en audiovisuel, c'est sur YouTube. Je voulais trop vous parler de la vidéo ça s'appelle Le mythe du bof ou comment sortir du mépris de classe. C'est une interview qui dure à peu près 1 heure que vous pouvez juste écouter, je vous la mettrai en description, et dans laquelle Rose Lamy, qui est l'autrice du livre qui s'appelle Ascendant bof, revient sur la question du bof, de ce terme-là, de cette évolution, de comment on perçoit cette figure-là dans
dans notre société, qu'est-ce que ça a comme incidence aussi sur notre organisation en tant que société. Et j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, enfin oui intéressant encore, mais je veux dire je m'attendais pas du tout à ce que ça résonne comme ça en moi qui est du coup grandi dans la campagne, qui est totalement perdue dans le sud-ouest, donc c'est pour ça des fois vous entendez peut-être mon accent, dans un univers où je me sentais vraiment pas toujours à l'aise entre le rugby, le boudin, tout ça, voilà. Mais ça m'a quand même beaucoup apporté. Par exemple, le rapport à la nature, les opportunités culturelles, il y en avait quelques-unes, le fait d'avoir aussi un espace calme, enfin, il y a plein de choses que ça m'a apporté, mais c'est vrai que j'étais quand même pas mal dans le truc de me dire c'est vraiment pas pour moi, et puis je suis pas à l'aise avec plein de leurs références culturelles que je trouve parfois machistes, sexistes et tout ça. Mais c'était grave intéressant d'écouter quand même cette interview, qui notamment va découler sur la question des déserts médicaux, de l'extrême droite, enfin de vraiment beaucoup de choses auxquelles moi je m'attendais pas à ce que l'un se relie avec l'autre finalement. Hein, les fêtes de village et tout ça, c'est plus connecté que ce qu'on imagine. Franchement, que vous ayez grandi à la campagne ou en ville, je vous conseille grave de l'écouter, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Et enfin, on finit avec Arte, qui a fait un documentaire pareil d'1 heure, enfin plutôt un reportage, qui s'appelle Appartement proche Paris, charme atypique, la vie en face. J'ai cliqué un peu au hasard, j'avoue, je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'était ma passion pour les logements, les habitations, les appartements, les maisons et tout ça, mais je m'attendais vraiment pas à grand chose et en fait j'étais grave embarquée par l'histoire du coup vraie d'une dame qui s'appelle Marion et qui a acheté un petit appartement à Pantin. Elle aime beaucoup son appartement, mais l'immeuble il tombe clairement en ruine et en fait elle va tout faire pour le sauver des rats, d'humidité, de tout ça. Pardon, j'ai commencé à retourner sur mon micro. Du coup, je recommence, je vous disais qu'on a enfin trouvé pourquoi la caméra s'arrête, même si c'était ma suspicion, elle surchauffe. Quand elle est posée comme ça, là, elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise et je suis contente de l'avoir vue maintenant grâce à mon petit retour puisque j'ai pas parlé pendant 35 minutes pour rien. Donc il y a un moyen que je dois recouper. Ça m'a permis de prendre le temps d'aller chercher mon petit gâteau à la myrtille qui est en fait une recette de muffins à la myrtille que j'ai mis sous forme de gâteau. Parce que qui va m'empêcher? Et c'est très bon. Mais du coup, maintenant, à chaque fois que je mange du gâteau, je pense à Aziz, qui est une personne d'influenceur qui adore les gâteaux. Je suis de tout cœur avec toi. Donc, on en était où? Pardon, faut pas la bouche pleine. Moi, je vous disais que le temps s'est gâté, il pleut, du coup, j'ai essayé de rajouter un peu de lumière, mais bon, c'est pas la panacée. Oui, donc je vous disais que Marion, elle a mis... Enfin, en fait, dans ce documentaire de 1 heure, on voit des années de péripéties, de recherches, de rencontres de gens qui habitent là, qui ont une vie qui... Enfin... Je trouve que ça remet vraiment l'humain au centre des problématiques qui sont parfois déshumanisées parce que trop grandes pour nous. Et j'ai trouvé ça très cool. Mais ouais, de toute façon, ce mois-ci, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de pistes de réflexion sur des complexités socioculturelles, des placements de gens et tout. Enfin, j'ai trouvé ça génial et en même temps pas toujours très fun, mais quand même très cool. Et on va passer d'ailleurs au pestacle et on va commencer par mon coup de cœur, je pense, de ce mois-ci qui était Zourou. Le titre complet c'est Zourou au-delà des mots de Mélodie Molinaro et un autre humain que je vous dis dans le réel. J'en ai fait donc un réel que j'ai déjà posté si vous voulez le voir. Mais pour revenir rapidement dessus, c'est une pièce de théâtre avec pas mal de danse dedans, enfin pas mal, mais il y a quand même de la danse et c'est très très beau, dans laquelle on rencontre Lola qui est atteinte d'un trouble sévère du langage. Et en fait, on rentre dans son quotidien avec ses proches, ses soignants, les gens qui l'entourent et comment avancer dans une vie quand en fait communiquer c'est vraiment très 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 compliqué. Toute la pièce en fait les gens étaient juste, les acteurs, les interprètes étaient incroyables, tout était interprété en LSF. Donc j'ai trouvé ça mais tellement chouette, enfin c'était trop bien. Et je vous laisse la vidéo pour avoir un peu nos avis, mais c'était dans les dernières dates, normalement le spectacle va pas forcément rejouer. Donc je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir puisqu'il a joué quand même 100 fois avant qu'il prenne fin peut-être. Mais après on sait jamais, peut-être qu'il pourrait être rejoué à un moment. Et j'étais trop contente de vous faire gagner des places pour aller voir ce spectacle avant justement la fin des représentations. C'était sur Instagram, c'était sous forme de jeu concours. Si jamais vous avez envie de tenter de gagner des places, n'hésitez pas à aller me suivre par là-bas. Mais oui, grosso merdo, j'ai trouvé qu'il était très juste, très beau, très fort, très accessible. Voilà, gros coup de cœur sur le spectacle Zourou. Autre moment qui était vraiment fort dans les spectacles de ce mois-ci, c'était Volement de Pina Bausch au Théâtre de la Ville. J'y allais en mode, ouais voilà, c'est quand même une figure historique, mais ça va sûrement pas tant me parler que ça. Donc pour le contexte, Pina Bausch, c'est une chorégraphe de la danse contemporaine qui a changé le monde de la danse contemporaine, notamment par son apport très théâtral, où elle a vraiment créé en tout cas, influencé très fortement ce courant de danse-théâtre. Et ça va vraiment impacter une grande partie des gens qui vont créer après elle. Et elle a ce côté en fait qui est très
humain, très vrai, elle parle des rapports humains. Les costumes sont assez simples, c'est très vraisemblable et je l'ai longtemps étudié puis enseigné. Et je l'avais jamais vu de mes propres yeux, donc j'ai sauté sur l'occasion d'habiter à Paris, d'avoir l'occasion de voir ce spectacle. Mais j'avoue qu'il y a des gens comme ça, on s'en fait tellement une image immense que ça me semble compliqué d'arriver à cette forme de représentation. Et du coup, je descends grave mes attentes en me disant de toute façon, ce sera sûrement pas à la hauteur de ce que moi j'imagine. Mais en fait, si. Franchement, c'était une pièce volument qui dure environ 2 heures et quelques avec un entracte et dans laquelle il y a une sorte de petit lac. Enfin, il y a pas un cours d'eau parce que ça bouge pas de masse, mais il y a une grosse pierre et l'eau est très présente. Après, il pleut et tout. Enfin bref, c'est très une scénographie qui est quand même très marquante. Et vraiment, les danseurs et danseuses étaient juste mais incroyables. Et c'était fou de voir aussi que c'est certains de ces artistes qui sont toujours sur scène et que j'ai vu en captation il y a des années. En fait, la compagnie, elle évolue, mais il y a quand même des gens qui sont là depuis très longtemps et c'est fou de les voir là. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail de scéno, le mouvement, les costumes. Ça m'a plus parlé que ce que j'imaginais, mais c'était vraiment la présence, je pense, des artistes quoi, qui m'a touchée aussi. Et le rapport à la musique, ça m'a vraiment aussi beaucoup plu. En fait, il y a quasiment tout le temps un univers musical. Il y a des musiques qui sont parfois presque d'ambiance, qui sont un peu en fond, mais je trouve que ça teinte toujours la pièce de quelque chose de très juste, ça habille l'espace aussi. Et je trouve qu'aussi le fait qu'il y ait tout le temps un peu cette musique, des fois, on s'attend pas forcément à ce que le mouvement vienne l'habiller. Et je trouve ça trop bien qu'en fait ça se mêle et que ça se mélange. Et puis il y avait une telle diversité de musique, je trouve ça trop cool. Je saurais pas exactement dire pourquoi j'ai tant aimé ce spectacle, entre guillemets, pourquoi j'ai passé un si beau moment. Mais en tout cas, ça m'a touchée et ça m'a très fort donné encore plus envie de voir Café Muller et Le Sacre du Printemps, qui sont 2 autres grosses pièces de Pina Bausch et que j'ai vraiment envie de voir peut-être un jour dans ma vie. Je croise les doigts. Ensuite, un peu dans le désordre, comme événement spectacle, il y a eu le Cakewalk Dance Battle. Je sais, je vous en parle beaucoup, mais bon, écoutez, ça fait partie de ma vie maintenant. J'ai pas tout à fait... Enfin, j'ai pas filmé vraiment de vidéos pour retracer un peu cette soirée-là. Mais comme d'habitude, il y avait des danseurs de fou. Et pour la première fois, j'avais amené Laetitia de 3715 Reco et Valentin de Souffle Chaud à découvrir ce battle puisqu'ils sont pas si familiers de l'univers de la danse et j'avais trop envie de les prendre et de les dire venez voir ça. Ils ont eu la gentillesse de venir et c'était tellement chouette. Il y a aussi Quentin Chevrier qui est un photographe qui nous a sauvé la soirée du Cakewalk pour la prise d'image. J'ai eu l'impression qu'en fait il y avait moins de danseurs et danseuses dans le public et que les gens étaient moins engagés physiquement, qu'il y avait une sorte de fatigue globale. En même temps, j'avoue, tout le monde était un peu fatigué à cette période-là. C'était un jour férié aussi, donc il y avait une ambiance un peu tranquille ou pipou. Et j'ai l'impression aussi voilà, qu'il y avait moins de gens qui étaient un peu connaisseurs et qui du coup se sentaient à l'aise de s'exprimer, d'être présents, etc. Mais ça reste quand même un moment qui était plein de joie, plein de love. J'essaierai de vous mettre quelques images de Quentin qu'il a fait pour le Cakewalk et elles sont trop belles. Mais en fait, il y a eu quand même plusieurs événements où j'ai eu le sentiment que c'était moins comme j'avais l'habitude et je me suis grave demandé si c'était pas juste moi qui étais aigrie, en vrai. Genre trop fatiguée pour être contente, c'est triste. Parce que aussi typiquement ça me l'a fait pour On danse chez vous de manière générale, qui est un événement créé par Mehdi Carco, j'habite Caricatif et tout. Caritatif. Je vais boire un peu. Et typiquement tous les ans il y a la bataille capitale, en tout cas à chaque fois j'y suis allée, il y avait la bataille capitale qui est un battle du coup qui cette année était uniquement féminin. Et j'ai trouvé que les danseuses du coup étaient très belles, mais j'ai pas compris les choix du jury. J'ai trouvé que l'ambiance était pas du tout aussi effervescente, les gens étaient pas du tout aussi engagés. J'ai le sentiment que les gens étaient beaucoup plus stoïques et en fait quand je regarde les vidéos et les photos que j'ai prises, je vois les gens ils sont genre comme ça. Alors que d'habitude on est comme ça. Je sais pas comment on peut dire, mais je sais pas si c'est moi qui ai un ressenti bizarre ou si vraiment juste tout le monde est genre fatigué de la vie là. Mais voilà, bon bref, c'était mon ressenti. Et j'ai aussi vu du coup, grâce à On danse chez vous, plusieurs présentations de spectacles, dont celui de la compagnie Barks. Et j'étais pas sûre qu'elle soit là, mais il y avait une possibilité. Et en fait, elle était là. Il y avait Romane qui jouait dedans, qui est un humain que je porte fort dans mon cœur, avec qui j'ai dansé il y a pas mal d'années à Toulouse. J'avais fait des vidéos où vous pouvez la voir, notamment pendant le Covid. Et un peu après du coup. Et j'étais trop heureuse en fait parce qu'à ce moment-là, quand nous on dansait ensemble, elle avait trop envie de se professionnaliser vraiment en danse. Et là, de la voir danser à Chaillot, c'est tellement chouette, j'étais tellement émue pour elle. Donc voilà, c'était trop cool et de la retrouver et de voir leur travail qui est très beau, que je vais sûrement revoir à plusieurs moments dans l'année là qui arrive. Et que je vous conseille aussi si ça vous intéresse, si ça vous parle. Et puis il y avait d'autres compagnies, dont pas mal, où j'ai vraiment aimé le travail. Je trouve que
l'événement On danse chez vous, il a vraiment aussi la beauté de montrer différents types de danse à différents endroits dans une espèce d'événement commun qui fait du bien. Et puis il y a l'énergie de Mehdi aussi, Mehdi Kerkouch, qui est incroyable. Il y avait la méthode le matin qui était une sorte de cours de danse, il y avait tellement... Il y a toujours cette énergie qui est grave rayonnante et communicative, c'est hyper agréable. Ça franchement, on peut pas lui enlever, c'était trop fou. Mais par contre, du coup, j'avoue que je pense qu'il y a un truc aussi qui m'a un peu... je dirais pas saoulée, mais vous voyez quand... Enfin non, vous voyez pas, du coup, je vous dis. En vrai, quand j'ai pris ma place pour On danse chez vous, là, en début d'année, pendant les abonnements, j'étais sûre d'avoir ma place pour le week-end parce qu'il me semblait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, j'ai appris au cours de l'année que c'était que pour un jour. Et puis, Mehdi Kerkouch a sorti avec sa compagnie MK le spectacle 360, qui était donc une nouveauté. Il y aurait eu beaucoup trop de gens s'il avait pas fonctionné comme ça. Mais du coup, il fallait quand même racheter une place pour aller voir son spectacle. En plus d'avoir acheté le premier jour, en plus d'avoir acheté le deuxième jour. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était... logique, c'est mieux pour compter les gens, ça fait moins de débordements, et puis en plus tous les sous vont à des associations, donc c'est trop cool. Mais je sais pas, je trouvais que ça complexifiait tellement les choses, c'était... ouais, je sais pas, ça faisait beaucoup de couches d'informations, et voilà, c'est juste ça. Ça m'a... Je sais pas si c'est parce que vraiment je suis vraiment trop fatiguée, mais là ça a l'air d'aller mieux, ça va un peu mieux. Mais c'est aussi parce que j'ai ralenti, j'ai dit non à pas mal de choses. Et ça m'a rendu triste, mais c'est mieux comme ça. Mais voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça me paraissait plus compliqué, moins facile d'accès, tout ça. Bon, pas dans ma mini-pause là, gâteau, je regardais. Et pitaya, de pitaya, il y a de la betterave aussi, je crois, qui donne cette couleur un peu étonnante. Jus de betterave. Bon, ça se sent pas particulièrement, si je peux me permettre. On continue sur les spectacles, et on passe à un spectacle qui, lui, est tombé, mais pile au jour où j'en avais besoin. Vraiment, c'était extrêmement... Donc, comme je vous disais, j'étais un petit peu fatiguée. Et je devais aller voir Sillage, qui est un spectacle qui est joué au Théâtre Sylvain Montfort, un spectacle de trampoline en extérieur. Merci à eux d'ailleurs pour l'invitation, et je pense que j'ai pas dit merci pour Zoro, mais j'essaye de vous dire à chaque fois que j'ai été invitée, mais c'est trop cool. Bref, je devais aller voir ça, et il y a un artiste qui s'est blessé au final, ils ont proposé de changer le spectacle pour une sieste musicale avec improvisation en trampoline, et c'était mais trop bien. Ça se passait dans le parc à côté du Montfort, on était genre sur des petits transats, là il y avait des oiseaux, il faisait bon mais pile parfait, petit vent mais pas trop, soleil mais pas trop. Et en fait on avait le droit de s'endormir, ce qui était pas plus pas moins que ce que j'avais besoin. En gros des fois ça me stresse d'aller voir des spectacles quand je suis trop fatiguée, et là j'étais en mode bon, et je me suis même pas endormie, juste c'était reposant de pas avoir à être focus, concentré, assis debout comme ça, enfin assis debout, vous voyez ce que je veux dire, assis droit, moi j'aime bien être un peu avachie. Ce qui est pas le mieux, mais voilà. Et juste ouais, ce moment un peu espèce de méditation commune dans la nature entre guillemets, et d'être vraiment genre bien. Mais ça, je me suis dit mais voilà, bref, j'ai trop kiffé. Donc il y avait une musicienne qui faisait du son, mais elle faisait aussi du son en live. Et en fait, quand elle s'est mise à chanter la toute première fois, il y a les feuilles qui ont commencé à tourner, il y avait le vent et tout. Vraiment, c'était trop mystique, c'était trop beau. Et franchement, c'était un moment qui était aussi apaisant que touchant. Et en fait, la bande-son, elle était mixée avec des témoignages de voix de gens. Témoignages de voix de gens. Bref, des gens qui ont parlé, des gens du 15e arrondissement, qui parlaient de leur rapport à la vie, à la mort, à la peur, à l'envie, à plein de sujets qui sont quand même assez intimes et qui en même temps ils sont hyper communs à tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était trop agréable, j'avais envie d'avoir un peu ce type de moment un peu régulièrement, de temps en temps, pour recharger les batteries, d'être là quoi. Je sais pas, je trouve ça trop bien. J'ai vu un autre spectacle après, mais j'étais tellement fatiguée, je peux pas le mettre dans mes favoris parce que j'étais trop... C'est pas que les spectacles, hein, c'est aussi les moments. Et donc, rendez-vous compte, je vous parle pas de tous les spectacles que j'ai vus. C'est fou, ce mois-ci, ça a été... Et tout le monde à son échelle. Il y en a qui en ont vu 10 fois plus que moi, il y en a qui en ont vu moins que moi. Ça, c'est voilà. Mais pour moi, c'était beaucoup d'énergie. Ensuite, on a vu un spectacle que j'ai quand même envie de mettre dans mes favoris, même si c'était pas pour moi le meilleur spectacle que j'ai vu en termes de finitude, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Axel Keigne, je l'ai vu avec Mathis et Axel du collectif Influence Scène. C'est un seul en scène qui s'appelle Noir de Coco au théâtre Darius Milhaud. Et c'est Axel Keigne qui nous a invités, et c'est hyper intéressant. En vrai, c'est une pièce qui parle du racisme intériorisé, et c'est un seul en scène donc où le personnage interprète pas mal de gens différents. Et j'ai trouvé qu'il était hyper fort dans cet changement d'interprétation. J'ai trouvé que c'était très juste et très bien. Donc son personnage est lui-même noir, il est noir, et il interprète quelqu'un qui soutient l'extrême droite. Et en fait, on traverse un peu son cheminement de pensée, de comment ça évolue, qu'est-ce qu'il peut remettre en question, le fait qu'il retravaille sur son passé, sa réalité actuelle, etc. Et moi, j'ai trouvé qu'il nous avait quand même hyper bien apporté dans son univers, avec des personnages qui étaient très justes et très clairs.
et des sujets qui étaient quand même hyper importants et très intéressants, aussi nécessaires à aborder et merci à lui de l'avoir créé. Mais comme c'est un spectacle qui était assez jeune et il y avait des choses sur lesquelles on a fait quand même pas mal de retours parce qu'il nous a proposé d'en faire, hein. Moi, je lui ai demandé si c'était ok, mais c'est pas toujours ok, je comprends. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choses où j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses à peaufiner, mais il avait l'air d'être hyper déter à le faire et j'espère qu'il va arriver justement à faire encore plus fleurir son spectacle et que le sujet pourra voyager à travers lui et sa création. Mais en tout cas, pas mal de gens qui l'ont vu ont l'air de quand même avoir passé un bon moment et qu'ils ont trouvé ça chouette et j'en fais partie. Et puis on va finir cette partie spectacle avec, tenez-vous bien, je sais pas quoi, mais tenez-vous bien, une soirée à Châtelet autour de Georges Bizet avec l'Arlésienne et le Docteur Miracle, sur laquelle j'ai pu travailler avec le Théâtre du Châtelet pour créer une vidéo et parler de l'événement en amont. Le fait que voilà, ce soit une soirée autour de Bizet, le fait qu'aussi ce soit dans le cadre de Opéra pour tous et qu'il y ait une meilleure accessibilité tant aux personnes malentendantes et des prix aussi qui allaient de 5 à 50 €. Je vous refais la petite vidéo. Non mais j'étais tellement contente. C'était un bon plan de petit rat comme moi là. Si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de comment on a travaillé ensemble, dites-le moi, ça me dérangerait pas du tout. Mais moi ça m'a rendue trop heureuse. J'ai juste la liberté de créer quelque chose autour de ça. Et aussi du coup d'inviter une abonnée à venir à la répétition générale pour découvrir le spectacle avec moi. J'ai encore fait ça sous forme de concours sur Instagram, donc si jamais, n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram. Et comme à chaque fois jusqu'ici, franchement, j'étais juste trop bluffée de la gentillesse de cette personne, de l'intelligence et de l'énergie de cet humain que j'ai pu rencontrer à cette soirée-là. Vraiment, c'était trop un bon moment. Ça me rend trop heureuse de voir que c'est vous que je rencontre grâce à ces petites vidéos-là. Je trouve ça trop bien. Bref, on a passé une trop belle soirée. Les spectacles, c'était hyper intéressant. Je vous ai fait pareil des petits retours en story. Je fais pas toujours ça, mais là, j'avais envie. Voilà. Mais j'étais assez surprise du coup de la forme qui était assez comptée de l'Arlésienne, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé presque intimiste malgré que ce soit très grand. J'ai beaucoup aimé aussi les décors, ça m'a fait penser un peu au château ambulant de Miyazaki. Et au niveau du Docteur Miracle, ça m'a donné parfois une ambiance de Mary Poppins, qui est le film de 1965 que j'aime beaucoup, notamment sur parfois l'humour, l'espèce de magie qu'il peut y avoir un peu grotesque et le sérieux dans le rire. Vraiment, ça m'a fait sourire, c'était cool. Ce que finalement j'ai retenu de ces deux pièces, c'est qu'en fait, on se fait vraiment beaucoup, peut-être trop, d'histoires dans nos têtes sur des éléments qui, parfois, sont pas encore arrivés. Et sûrement, parfois, qui n'arriveront jamais. Donc là, c'était par exemple, oui, j'ai rencontré cette femme, je l'ai vue une fois, je suis tombée amoureuse d'elle, je peux mourir pour elle. Ouais, non, finalement, ça m'a donné envie de mieux réfléchir aux histoires que je me fais, qui peuvent autant m'élever que me plomber, et faire un peu attention à toutes ces histoires que je me crée dans ma tête et comment elles impactent vraiment ma vie, quoi. Je sais pas, je trouve ça... Voilà, c'était ma leçon sur ces deux pestacles à mes yeux. Ah oui, et rapidement, on a aussi testé du coup les dispositifs d'accessibilité, notamment les lunettes qu'on pouvait mettre pour avoir les sous-titrages en fait directement sur ce qu'on regardait, donc juste là en transparence. Il y avait aussi en interprétation LSF, mais il y avait aussi des gilets vibrants qu'on pouvait mettre et qui étaient censés du coup communiquer des vibrations. Donc deux dispositifs que moi j'avais jamais testés et que j'étais curieuse de voir si c'était cool. Déjà je me suis dit que ça allait être parfois compliqué parce que les gilets vibrants, moi je sentais déjà les vibrations du métro sous le Théâtre du Châtelet, puisque Châtelet c'est quand même pas la plus petite des stations de Paris, n'est-ce pas? Et puis dans les lunettes, elles étaient quand même très lourdes, il manquait parfois des traductions comme les répétitions de vous voulez-vous de l'omelette? Vous voulez-vous de l'omelette? Cette deuxième partie, elle serait pas forcément répétée et en fait ça donne un sentiment de manquer quelque chose, puis il y avait des parties qui manquaient carrément. Et le gilet vibrant, pour nous, ça n'a pas du tout marché, on n'a pas eu les vibrations, ça marchait pas. Donc c'est des trop bonnes idées et c'est trop bien de faire des pas, mais j'ai l'impression que parfois il faut encore continuer à avancer là-dessus, quoi. Pour être vraiment dans un truc de c'est agréable, parce que les lunettes en fait elles sont pas lourdes en soi, mais à porter c'est quand même assez lourd pour que ça te fasse mal à la tête et qu'après tu dois les enlever et donc t'es plus... There is no fucking accessibility. Donc voilà, je disais l'accessibilité c'est cool de faire des pas vers l'autre, mais il y a encore des choses à travailler pour que ce soit vraiment genre un outil confortable où moi par exemple j'ai envie de conseiller à des personnes d'y aller et de kiffer, mais c'est aussi là du coup que j'ai rencontré des personnes qui ont une bibliothèque, enfin c'est pas elles qui ont la bibliothèque, c'est une bibliothèque publique dans laquelle il y a des cours de LSF à Paris, donc je vais essayer de regarder ça parce que ça m'intéresse. La vie, ce n'est que des rencontres, un peu en vrai, bref. Et du coup, en parlant de rencontres, d'accessibilité, tout ça, ça a été un des sujets d'un échange un peu, d'un événement, j'ai envie de dire même un peu improbable auquel j'ai participé
qui s'appelle le TMN Lab. Le TMN Lab, du coup, c'est une communauté de personnes qui réfléchissent et proposent des pistes d'avancée sur le théâtre public et son évolution. Et là, c'était 2 jours de réflexion sur Instagram et le théâtre public. Donc comment j'ai débarqué là? En fait, c'est dans le cadre d'Influencel, le collectif dont je fais partie avec d'autres humains qui aiment créer et partager sur le spectacle vivant et la culture de manière générale en ligne. J'en ai entendu parler et ils demandaient s'il y avait quelqu'un qui pouvait y aller et j'ai proposé d'y aller puisque j'étais disponible pour voir un peu ce qui se disait, ce que ça faisait puisqu'on se sentait quand même un peu concernés. On était donc dans ce TMN Lab, pas mal de gens différents. En fait, ils avaient engagé des experts Instagram comme moi, c'était mon étiquette. Et il y avait aussi Laetitia de 3615 Reco, avec qui j'ai passé ces 2 jours intenses de 10h à 22h et de 9h30 à 16h. Mais il y avait aussi des gens de la billetterie, des artistes, des designers graphiques, des codeurs, des relations publiques, bref, pas mal de profils différents pour réfléchir sur des propositions pour dynamiser ou faire avancer la présence sur Instagram des théâtres publics. Dans l'objectif, évidemment, pas juste pour le plaisir, de parler et de faire venir peut-être des publics un peu plus jeunes. Au final, dans ce regroupement, on était à peu près une 30aine de personnes, et un des trucs qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que on n'a pas du tout pris le temps de se présenter tous, les uns les autres. J'ai demandé plusieurs fois, parce que vraiment c'était un truc qui était important pour moi, mais ils nous ont dit on a trop de travail, on n'a pas le temps. Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est pas moi qui gérais, moi j'étais juste... Mais bon, après du coup on a été divisés par petits groupes et je suis tombée avec des femmes qui étaient juste trop chouettes, trop gentilles, trop intéressantes et que du coup je connais un peu mieux elles individuellement, mais il y a des gens avec qui j'ai passé 2 jours, je sais pas qui c'est. Je vais pas vous mentir. Bref, l'idée donc c'était de développer une idée pour un public cible qui nous a été proposé. Ces idées-là, je précise qu'on n'a pas le droit de dire qu'elles nous appartiennent, en tout cas, même si ça vient de nous, on n'a pas le droit d'en garder la propriété intellectuelle. Elles seront, il me semble, si j'ai bien compris, proposées au ministère de la Culture, et nous, pendant ces 2 jours, on n'était pas payés. Donc j'avoue que c'était un peu étrange pour moi, même si on a très bien mangé, très bien bu, et qu'on a eu des vraies réflexions, des vraies rencontres, des gens qui étaient vraiment incroyables et très 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 chouettes, avec qui je garderai de très bons souvenirs, mais... ça m'a quand même fait un peu un truc étrange où on nous a dit voilà, on a trop de travail, il faut faire ça, il faut pas partir avant telle heure et ceci, mais c'est pas payé quoi. Bref, normalement tous les résultats seront partagés sur le site du TMN Lab du coup, mais grosso merdo avec mon équipe on avait un profil de personnes qui avaient quand même un peu envie d'aller voir des spectacles, mais en fait c'est pas facile parce qu'elle sait pas trop comment s'organiser au niveau du parking, au niveau des horaires, au niveau de la bouffe, au niveau des garderies, tout ça. Sachant que c'était un public 30-40 ans qu'on imaginait. Et du coup l'idée qu'on a proposée c'était très simplement sur les profils Instagram des structures qui voudraient participer à ça, de mettre très clairement, un peu comme sur les restos ou sur d'autres services qui proposent des services justement, des petits dans les stories à la une ou dans des posts, ou enfin d'une manière ou d'une autre, nous on a fait story à la une, mais les horaires d'appel, l'accessibilité, les transports, la carte de la bouffe s'il y en a, les prix, les tarifs justement des spectacles, enfin toutes les choses possibles et les contacts qu'on peut avoir comme ça. Imaginons, vous dites ah putain j'aimerais bien aller voir un spectacle autour de chez moi, je sais qu'il y a ce théâtre là, mais comment ça s'organise? Bam bam bam. Bam. Bref, l'idée c'était de faciliter un peu la vie des gens qui aimeraient venir au théâtre et pour qui ça semble un peu compliqué au niveau logistique, au niveau... Juste que tu puisses venir et profiter quoi. Que toutes tes réponses soient disponibles un peu comme sur le site Infopratique, mais sauf que avec ces échanges, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens dans les théâtres qui ne testent pas eux-mêmes. Typiquement, moi, une question que je leur posais, c'est au niveau accessibilité, ok, vous avez un accès PMR dans la salle, ou même vous avez des toilettes PMR, mais avant, entre le parking et votre théâtre, entre l'arrêt de bus et votre théâtre, est-ce que les gens peuvent se déplacer en fauteuil? Est-ce qu'ils peuvent être autonomes? Il y a plein de trucs comme ça, il me dit ah ben on sait pas. J'étais en mode faut tester. J'étais un peu cash comme souvent, je suis un peu cash, mais toujours avec beaucoup d'amour, donc normalement je crois que ça n'a pas trop blessé les gens, même si ça les a peut-être un peu secoués. Mais il y a des choses comme ça, typiquement la billetterie, comment elle marche. Est-ce que ça prend 5 minutes de prendre un billet? Est-ce que ça prend 10 minutes? Ils m'ont dit on l'a jamais testé, faut la tester soi-même. Bref, je sais qu'il y a plein de structures qui font tout ça. Je sais aussi qu'il y a plein de structures qui ont les petits infographiques assez faciles là, pour se repérer. C'est pas du tout un truc novateur, mais c'était plus un conseil pour les plateformes qui n'ont pas forcément consacré du temps, de l'énergie et une personne à réfléchir sur ça ou qui n'ont pas l'habitude, puisque du coup pour le contexte, il y avait quand même des gens dans les gens avec qui on travaillait qui n'avaient pas du tout Instagram, qui ne voyaient pas tout à fait ce que c'était les stories à la une, qui ne voyaient pas trop comment fonctionnaient les posts et les carousels ou les reels. Donc il y a des choses où j'étais un peu en mode ah, c'est étonnant.
Mais du coup, ça vaut le coup qu'on échange. C'était enrichissant. Voilà un peu une des expériences qui m'a pris pas mal d'énergie mais qui était très intéressante. Si c'est pas très clair ou que vous voulez qu'on en reparle, mais dites-moi, il n'y a pas de problème, ce serait sans souci. Mais j'ai déjà l'impression que la vidéo, elle dure très longtemps. J'avais l'impression d'avoir énormément de choses à dire cette fois-ci. Donc je passe sur une autre expérience étonnante et très chouette pour moi. J'ai animé ma première table ronde dans un festival, dans le cadre du festival Cyclé, qui est organisé par ma copine Alice à Pantin, au Dog Bay. Qui est un festival autour du cycle menstruel et de la création autour du cycle menstruel. Et c'était très cool d'échanger sur ce sujet avec les artistes, peintres, performeuses, danseuses, sur leur façon de voir, de représenter, de traverser les cycles et ce que ça peut créer pour ces humains-là. C'était pas si simple à organiser, c'était pas hyper fluide comme voilà, comment on s'organisait pour tout ça, mais c'était quand même très chouette. Après tant de tables rondes vues, j'étais contente de pouvoir en faire une. Puis dans les sujets pas simple, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être suivi, mais je suis allée voir la présentation de la prochaine saison du théâtre de l'Odéon. Puis j'ai vu le nom de Angelica Lidl sur la façade qui m'a fait tiquer parce que c'est une artiste qui a fait des performances sur lesquelles moi je suis pas toujours en accord, notamment sur l'utilisation de poulpes pour se masturber sur scène. J'avais découvert aussi ces textes assez jeunes et ça m'avait pas mal choquée. Ça parle de viol, de violence. Ce qui était montré sur scène, c'était pas elle que j'avais vue. Je l'ai toujours pas vue. J'ai pas vu Angelica Lidl. Mais ce qu'elle avait l'air d'apporter sur scène et ce que j'en entendais me faisait penser que c'était quand même assez problématique. Et je suis quand même allée à la présentation de saison grâce aux copains de l'influenceuse qui étaient là avec moi, qui m'ont dit allez, on y va, on essaie de garder l'esprit ouvert. Et comme moi j'ai jamais vu et qu'en vrai, je suis pas sûre de ce que j'avance, c'est juste que ça me paraît compliqué et problématique, bah, j'avais envie de garder l'esprit ouvert. Mais pendant la présentation de saison, il n'y a eu que 2 images qui sont sorties pour le prochain spectacle qui va être présenté donc d'Angelica Lidl, qui s'appelle Vaudou, et c'était un homme qui tenait une femme, un homme noir, qui était donc le seul homme noir dans mes souvenirs de toute la présentation de saison, une femme avec un blackface. Donc là, moi j'étais là, bah non, 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 non. Mais c'est une graine que j'ai plantée et que j'ai envie de faire pousser à réflexion. Et si je vous dis que c'est en train d'évoluer, c'est aussi parce que, à l'heure où je vous parle, hier j'étais en rendez-vous en interne avec une personne du coup du théâtre de l'Odéon. Je vous en reparlerai peut-être le mois prochain ou pas, je sais pas. 3e partie pour moi. J'ai le temps de finir mon gâteau et de presque finir le kombucha. Je suis contente du coup de pas parler dans le vide, mais il faut quand même que je fasse des pauses de 20 minutes pour que ça... J'espère que je vais trouver d'autres solutions peut-être pour la suite parce que là c'est un peu compliqué quand même. Ou bien je continuerai à vous faire des pauses gâteau. Bref, je crois qu'on était en train de parler de ça, du fait que j'étais quand même hyper contente d'avoir l'espace d'échanger avec l'Odéon sur le sujet et ça m'a quand même fait évoluer dans ma réflexion et j'ai hâte de continuer à pousser cette réflexion. Et puis pour la présentation de saison, franchement on a été accueillis comme des queens, c'était hyper intéressant et ouais vraiment ça m'a touchée qu'ils prennent le temps alors que ça aurait pu être assez rédhibitoire et ils auraient pu dire bon, on s'en fiche, mais en fait non, ils sont vraiment dans une démarche d'échange et j'espère qu'on va pouvoir continuer à avancer sur ces réflexions et de manière générale sur beaucoup de choses ensemble à l'avenir. Et on va finir ces favoris, enfin, avec un autre moment vécu avec Foulouk du coup qui était aussi à la présentation de saison. C'est mon premier live Twitch. Donc Foulouk, c'est l'un des humains d'influenceurs du collectif et il est sur Twitch 2 fois par semaine si je dis pas de bêtises. Et le dimanche, il parle de spectacle vivant en particulier et des fois avec des invités et cette fois c'était moi. Et du coup j'avais proposé qu'on parle de cirque puisque c'est un univers que j'aime énormément et que j'ai envie de partager puisque ça aussi est un univers qui les intrigue, les Fouloukiens, je sais pas comment ça se dit. Les fans de Foulouk. Et du coup, j'avais préparé un quiz en 20 petits extraits de cirque contemporain où l'idée c'était que les gens devaient essayer de deviner les noms des agrès de cirque. Donc par exemple, le tissu que tout le monde appelle parfois le rideau, le foulard, pas le tissu aérien quoi. Et du coup, on a fait ce quiz. Normalement, il y aura des rediffusions peut-être disponibles à l'avenir ou en tout cas des extraits qui vont être partagés. Ça a duré quand même presque 3 heures, donc c'était quand même... beaucoup d'énergie, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir interagir en direct avec les gens, mais à la fin, t'es vraiment lessivé quoi. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui sont passés faire un coucou, qui ont participé au quiz ou quoi, ça m'a fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à aller suivre Foulouk pour suivre des nouvelles aventures et qui sait, peut-être on reviendra avec une partie 2 sur le cirque un jour. Peut-être pas, hein, mais peut-être. Bref, j'avoue, j'ai peur d'avoir oublié des choses, mais j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité que je parle de ce mois de mai qui était tellement rempli. Mais au pire, si j'ai oublié, on en reparlera la prochaine fois. Et j'ai eu l'impression d'être vraiment fatiguée.
Donc là, j'ai fait des petits... Enfin, je suis en train de passer des examens médicaux et tout pour voir s'il n'y avait pas un souci différent. Il y a moyen que j'ai des petites carences, peut-être. Enfin bref, rien d'alarmant du tout. Hein. Mais en tout cas, juste, je suis en train de prendre soin de moi, donc l'énergie remonte un peu doucement. Et c'est aussi un vrai très cohérent, cette fatigue avec... ça va, on vous dérange pas les gens qui font les travaux là? C'est aussi très cohérent avec le rythme un peu étonnant et parfois compliqué de manger, dormir assez décalé. Ces derniers temps, j'avoue que je suis souvent un oiseau de nuit, on peut dire ça, les choses comme ça, mais je me couche tard depuis ma naissance en vrai. Et là, dernier temps, c'est vraiment très tard. Mais je vais essayer de régler un peu ça pour prendre du temps pour moi et pour aussi dormir mieux, être plus reposée, manger mieux, blablabla. Vous connaissez la chanson. Mais du coup, je ressors quand même hyper heureuse d'avoir vécu autant ce mois de mai, d'avoir rencontré tant de belles personnes, de beaux spectacles, d'avancer dans mon petit chemin de création, de vidéos, de partage, d'être avec vous, de vous rencontrer, d'échanger. Merci en vrai, vraiment du fond du cœur pour ce que vous apportez à la chaîne, pour soutenir ce projet, ça me touche énormément. Donc si jamais vous voulez le soutenir, le suivre et continuer à vivre ça ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet, à me faire savoir si la vidéo vous a plu, allez peut-être sur Instagram aussi si ça vous parle, à me dire aussi si vous avez envie, c'était quoi vos favoris? Est-ce qu'il y a des choses que je vous ai parlé, des séries, des spectacles, des livres que vous avez déjà vus, lus ou vécus et que c'est aussi vos favoris ou au contraire pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent? Je serais trop heureuse de savoir. Et sachez que je prends vos petites recommandations et je les mets dans un coin spécial reco hein, pour un peu plus tard dans ma vie ou à des moments où ça semble plus opportun. Vraiment, ça me touche du fond du cœur que vous preniez le temps de me dire, de commenter, d'interagir avec moi. C'est vraiment ce qui me fait sentir que vous êtes là et que je fais pas ça juste parce que je suis un peu folle et je parle tout seul chez moi. Mais voilà, hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez passé un joyeux moment agréable et que vous avez peut-être découvert des choses. En attendant, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Je me répète peut-être, je suis perdue, ça fait plus de 2 heures que je tourne. Je vous fais des bisous. Ah, j'ai pas fini ma boisson. Un bilan sur Ciao Kombucha pour le moment. Dragon, goût dragon. J'ai envie de goûter aussi celui à la pêche peut-être. Non, pas à la pêche, ça me parle pas plus que ça. À la menthe, je crois. Bon, clairement, c'est bon, je trouve. Mais c'est pas le type de boisson que je consommerais dans mon everyday today. Juste parce que ça coûte cher et que... Pas cher pour ce que c'est, mais cher dans l'option qu'on a l'eau gratuite. Je veux dire, au robinet. Mais de temps en temps, pour se rafraîchir, sincèrement, c'est agréable. Si vous avez goûté, dites-moi, je suis curieuse de tout. Allez, des bisous!